Bonjour monsieur, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors c'est la rentrée pour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, que la santé est bonne et que vous avez passé un été sympa. Là on est sous les chaleurs, mais bon, on ne va pas revenir sur le fait qu'on est responsable ou pas de cette situation, mais en tout cas, ça fait partie des chroniques sur lesquelles on va revenir avec Ronald Duberger. Mais aujourd'hui, j'ai décidé on a déjà rencontré M. Wellatch. Alors, M. Wellatch a été candidat en 2022 pour Reconquête. Il s'occupe de toutes les circonscriptions. C'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'élection de janvier 2018, de janvier 2022, c'est ça? Non, juin, c'était en juin. Donc c'est la première circonscription des Français de l'étranger. Ça fait quand même beaucoup de monde, quelques milliers de personnes. Alors, bonjour Monsieur Wellatch. Bonjour Eric, ravi de vous revoir à nouveau. Ouais, Après, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. j'espère aussi pour vous. Alors, on vous Ouais. reçoit aujourd'hui parce que, figurez-vous qu'on apprend que vous êtes candidat pour les prochaines élections sénatoriales qui auront lieu vers la fin septembre. Mais dans un premier temps, puisqu'on a appris une grande nouvelle hier, puisque Marion Maréchal, donc Le Pen, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour vous situer, va en fait porter les couleurs pour l'Europe de Reconquête. Alors je voulais avoir votre commentaire avant de commencer un peu à parler un peu de vous, quoi. Bah, écoutez, Eric, c'est une décision heureuse. Je pense que Éric Zemmour, en tant que président du parti Reconquête, a pris une très bonne décision de mettre quelqu'un qui est très jeune, avec beaucoup de compétences et qui revient sur la scène politique. Enfin, je dirais, elle est déjà sur la scène politique, mais Marion revient sur la scène élective, en fait, puisqu'elle mènera cette liste aux européennes. C'est quelqu'un de très compétent, comme je le disais. Donc, elle va mener une liste d'alliances ou d'union des droites, un peu comme moi je le fais aujourd'hui sur les élections sénatoriales. Et on espère qu'on puisse amener ce grand changement au sein de l'Europe, de passer de députés centre et gauche sur une majorité de députés droite. Voilà, et c'est important pour défendre cette Europe des nations et en particulier la souveraineté des pays. Voilà. Tout à fait, on espère l'avoir bientôt en notre vue ici, dans notre plateforme LuxMedia. Alors, je voulais quand même vous présenter rapidement, parce que vous avez quand même un profil super intéressant. Alors, vous avez été président de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride de 2018 à 2020. Vous avez été vice-président national US de la Chambre de commerce franco-américaine. Vous avez été également administrateur de la Chambre de commerce France internationale. Vous êtes ingénieur en électronique de formation et vous êtes titulaire d'un exécutif MBA d'HEC Paris. Et vous dirigez une entreprise que vous avez créée il y a à peu près une dizaine d'années. Donc vous êtes quelqu'un quand même, on ne peut pas dire que vous êtes un politicien traditionnel, à l'inverse des fonctionnaires qu'il faudrait peut-être limiter leur accès à disons, à la vie politique, parce qu'il n'y a pas de sanction pour eux, parce que vous prenez des risques, vous êtes un entrepreneur et vous êtes décidé d'être candidat législatif et là pour la sénatoriale. Alors racontez-nous un peu, parce que Alors, ça me paraît important de oui, montrer bien que vous êtes sûr. un homme de terrain. Vous avez raison, Eric. Ça fait 15 ans que je suis maintenant aux États-Unis. Donc, je suis venu aux États-Unis, bon, dans des circonstances. Vous savez, c'est toujours des concours de circonstances. Mais je me suis installé il y a 15 ans en famille avec mon épouse, mes enfants. Donc, j'ai connu un petit peu toutes les barrières d'une famille qui s'installe dans un pays étranger. Et c'est pas simple. Alors, ça peut être les barrières avec l'administration locale, mais ça peut être aussi les barrières avec l'administration française présente aussi sur place. Et en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, j'ai créé en fait deux entreprises. J'étais salarié, mais j'ai aussi créé deux entreprises qui existent toujours. Comme vous le disiez, j'ai eu des fonctions associatives et j'étais un élu associatif, bien sûr, importante. Et également, juste pour ajouter, en 2021, avec une autre personne, pour pas la citer, j'ai créé la première chambre des métiers et de l'artisanat
franco-américaine de Floride, chambre qui n'existait pas auparavant à l'étranger. Donc j'ai toujours été très présent dans le milieu associatif, j'ai toujours été proche de mes compatriotes, je me considère comme quelqu'un d'aidant, c'est-à-dire j'ai toujours aidé mes compatriotes français de l'étranger. Et pourquoi? Pour leur éviter tous les écueils qu'on peut avoir quand on arrive dans un pays étranger. Voilà. Et bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur l'implantation des entreprises françaises à l'étranger. Et là, on a beaucoup de besoins compte tenu de la balance commerciale de la France qui est très déficitaire. Députés qui sont absolument jamais là ou ils retournent en France, c'est juste pour avoir le job et puis la paye, quoi. C'est-à-dire que si on parle des sénatoriales, alors c'est mon expérience qui fait que je me lance dans ces sénatoriales des Français de l'étranger. Donc il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger, renouvelables tous les 3 ans par moitié. Donc là, au mois de septembre, les 16 et 24 septembre, on renouvelle une moitié, donc 6 sénateurs. Et en fait, on s'aperçoit que les sénateurs présents, on ne les voit qu'au moment des élections. Et en dehors des élections, ben, ils sont quasi absents. Moi, je sais qu'en 15 années en Floride, j'en ai pas vu. D'ailleurs, j'en avais invité un. Bon, il n'a pas pu venir pour des raisons, je pense, importantes. Donc, je veux pas lui jeter la pierre, mais il m'a pas recontacté non plus pour revenir, pour me dire, bah, écoutez, j'ai pas pu venir cette fois-ci et je viendrai plus tard. Donc, on ne les voit pas. Ils font. Alors, quand ils visitent des pays, ils font ce que j'appelle moi, et je pense que je suis gentil, j'appelle ça du tourisme politique. Voilà, ils organisent une petite réunion avec tête du consul, ils invitent deux, trois présidents d'associations et le tour est joué. Et après, ils repartent. Mais on les... certains d'entre eux, d'ailleurs, n'ont même jamais habité à l'étranger, donc n'en connaissent pas les problématiques. Et puis d'autres, eh bien, font ce tourisme politique. Et certains autres sont surtout en Europe. Donc, je dirais que entre les Français de l'étranger à l'intérieur de l'Europe et les Français de l'étranger hors de l'Europe, il y a encore de grandes différences puisqu'on fait l'objet, et on pourra peut-être en parler, sur la citoyenneté, les Français de l'étranger font l'objet de discriminations importantes. Alors, vous avez été choisi par Éric Zemmour, Nicolas Bay, comité exécutif du Parti Reconquête, pour devenir délégué de la Fédération des Français de l'étranger pour les 11 circonscriptions de la Fédération, c'est grand. Alors, on connaît le principe de l'élection pour les législatives, mais pour les sénatoriales, c'est quoi le mode d'élection? C'est un mode direct ou indirect? C'est un mode indirect. Ce sont aussi bien en métropole, dans les dom-toms, qu'à l'étranger. Les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Et pour les Français de l'étranger, les grands électeurs sont constitués des conseillers qu'on appelait consulaires, qui sont maintenant conseillers des Français de l'étranger, des délégués consulaires quand il y en a, donc délégués des Français de l'étranger, et des 11 députés français de l'étranger et des 12 sénateurs français de l'étranger qui votent. Donc, ça fait un corps électoral à peu près de 532 personnes, voilà, si je ne me trompe pas, à un près. Voilà. D'accord. Donc, c'est 532. Et jusqu'à présent, on est sur une élection aujourd'hui, je dirais, et c'est ce que certains conseillers me disent, charnière, dans la mesure où c'était une élection qui était plutôt de l'entre-soi et des petits arrangements de partis ou de mouvements, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de conseillers consulaires ou délégués consulaires se rendent compte que ce système d'entre-soi et d'arrangement, finalement, n'aboutit à rien parce qu'on a des sénateurs qui se réfugient derrière leur parti. Et en fait, les problématiques des Français de l'étranger ne sont pas vraiment défendues au Sénat. Alors, pourquoi vous présentez pour devenir sénateur? Quel est votre objectif? Alors moi, mon objectif d'abord, j'ai fait une liste d'union, une liste d'alliance, elle s'appelle une liste d'alliance des droites, des patriotes et des indépendants pour les Français de l'étranger, avec un slogan significatif, votre liberté, vos droits et votre France, enfin vos libertés, vos droits et votre France. Et moi, je me présente parce que je veux porter un certain nombre de propositions de loi au Sénat pour les Français de l'étranger. Alors bien sûr, en parallèle, j'aurais aussi à faire des propositions ou voter des lois d'ordre national ou européenne, etc. Mais les Français de l'étranger font l'objet de problématiques spécifiques. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est la citoyenneté.
où ça fait l'objet de discrimination depuis longtemps. C'est le système scolaire français à l'étranger, avec le problème des bourses et d'accès aux bourses, et le problème de budget avec cette organisation publique qui a été créée en 1990-91, qui s'appelle l'AEFE, et qui est totalement opaque et qu'il faudrait supprimer. D'ailleurs, moi, je propose de créer un rectorat au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, un rectorat dédié aux écoles françaises à l'étranger. Parce que c'est leur métier, c'est leur rôle, et je considère que c'est pas vraiment le métier du ministère des Affaires étrangères, qui est le ministère de tutelle aujourd'hui de l'AEFE. Je propose également quelque chose d'important pour les conseillers consulaires, c'est qu'ils aient des pouvoirs décisionnaires réels. Aujourd'hui, les conseillers consulaires, sur le papier, ont des pouvoirs. D'ailleurs, maintenant, le président du conseil consulaire, depuis 2021, est un des élus et non plus le consul local comme ça l'était précédemment. Mais on se rend compte, et j'ai discuté avec beaucoup de présidents de conseil consulaire, on se rend compte que parfois l'administration française prend des prérogatives où elle empiète sur le rôle des conseillers consulaires. Et moi, je veux absolument que les conseillers consulaires, que ce soit dans le domaine des bourses, que ce soit dans le domaine des budgets pour les associations qu'on appelle le staff, que ce soit dans d'autres domaines, puissent être vraiment les représentants des Français. En fait, moi, je fais la différence, c'est-à-dire que les conseillers consulaires et délégués consulaires sont élus par les Français, donc ils représentent les Français. L'administration française, les consulats et les ambassades représentent l'État français. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se parler et trouver des accords, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut que chacun ait son rôle et ses prérogatives et son pouvoir décisionnel. Et ça, c'est important. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de conseillers consulaires, de présidents de conseillers consulaires. Ils sont tous d'accord avec moi. Alors, il y a des consulats où ça marche mieux que d'autres, hein. Voilà, faut pas non plus. Je ne voudrais pas globaliser et dire que tout va mal, mais il faut remettre un peu d'ordre dans tout cela. Et surtout qu'on a eu des difficultés à renouveler les passeports, les pièces d'identité, enfin en tout cas à Montréal, là, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si c'est ailleurs. Il n'y a Il n'y a pas pas qu'à qu'à Montréal. Montréal. Il n'y a pas qu'à Montréal. J'ai rencontré encore il y a peu de temps une Française de Miami qui a eu tout un mal fou à pouvoir faire le rendez-vous en ligne. Et c'est vrai que la grosse problématique, c'est de pouvoir joindre les personnes au téléphone, ce qui est un vrai souci. Et parfois, avec des systèmes d'accès intranet qui ne fonctionnent pas très bien. Et on arrive à des situations un petit peu ubuesques, et d'autant plus que ça ne va pas s'améliorer, puisqu'il y a un projet, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission, il y a un projet pour l'Europe qui s'appelle ETIAS, euh, qui concerne, je crois, 135 pays. C'est-à-dire jusqu'à présent, par exemple, quand vous étiez américain, vous n'aviez pas besoin d'un visa pour aller en vacances en France ou en Allemagne, puisque vous avez ce qu'on appelle le visa waiver. Et bientôt, il y aura un système un peu comme l'ESTA l'est pour les Européens qui rentrent aux États-Unis. Vous irez en ligne sur ce système ETIAS et vous devrez vous inscrire pour obtenir une autorisation de rentrer sur un des pays de l'Europe. Donc, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, binational, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus le passeport français parce qu'ils sont nés aux États-Unis, au Canada, etc. Mais comme vous êtes français, quand vous rentrerez dans le système ETIAS, ça vous considérera comme français et vous ne pourrez aller en Europe qu'avec votre passeport français. Donc, on va avoir un afflux de demandes de passeport. Et d'ailleurs, le projet ETIAS a été repoussé en 2024 après les Jeux olympiques pour justement ne pas générer de problématiques. Donc, ça va venir une couche va se rajouter. Donc là, il y a vraiment aussi un travail à faire avec les consulats, les ambassades, enfin surtout les consulats pour ces problèmes d'obtention de passeports ou de pièces d'identité. Alors, je voulais préciser parce que vous avez dit que vous étiez sur une liste d'alliance des droites, mais vous êtes donc vous allez être présenté sous quelle étiquette et pourquoi il vous semble important d'avoir cette alliance des droites, des patriotes et des indépendants? Eh bien, parce que je pense, comme on le voit dans beaucoup de pays, on ne pourra gagner toutes les prochaines élections qu'en réunissant et en alliant l'ensemble des droites. Alors, on a
comme ça s'est passé en Italie, comme c'est en train de se passer en Espagne, comme ça se passe dans certains pays nordiques. Malheureusement, en France, on a des partis historiques, d'ailleurs, qui au Sénat, quand on prend les Français de l'étranger, ne font pas grand-chose, parce que les sénateurs des Français de l'étranger, qu'ils soient de droite ou de gauche, se réfugient derrière leur parti, donc on n'avance pas. Et les partis historiques sont à la peine, ils n'ont plus de propositions concrètes. Quand ils font des propositions, c'est très compliqué, très complexe, personne ne comprend, on n'est pas dans la simplicité, alors que moi je suis un homme de terrain, donc je veux faire des choses simples et compréhensibles pour tous les Français de l'étranger. Donc il est important que tous les indépendants de droite ou de centre nous rejoignent, tous les gens de droite qui s'aperçoivent que que les partis traditionnels sont à la peine. Et moi, je leur tends la perche, venez avec nous, parce que de toute façon, en 2026, aux prochaines élections consulaires des conseillers des Français de l'étranger, nous aurons des listes d'union des droites partout, dans le monde entier. Donc, on sera présent, on aura des conseillers, on aura des délégués. Donc, voilà, rejoignez-nous maintenant. Et d'ailleurs, c'est aussi l'esprit des européennes dans le message qu'a lancé Marion Maréchal. Alors, les élections européennes auront lieu quand? Si je ne me trompe pas, c'est novembre 2024. Alors, on a bien vu que vous avez des liens très étroits en fait avec les Français de l'étranger, en particulier dans la fédération qui compte 11 circonscriptions. Donc, on l'a bien compris avec vos activités, chambre de commerce, etc. Mais vous parlez beaucoup de la citoyenneté des fédérations. Que voulez-vous faire Alors, exactement? je parle de la citoyenneté tout simplement parce que vous savez que les Français de l'étranger font l'objet de discriminations. Alors, ces discriminations, elles sont de plusieurs ordres. Excusez-moi de couper. Elles peuvent être sociales, par Voilà. exemple, sur l'accès à la sécurité sociale. Elles peuvent être fiscales sur le paiement de la CSG-CRDS, par exemple. Elles sont et elles peuvent être éducatives sur l'accès aux écoles pour tous les enfants des familles françaises installées à l'étranger. Alors, jusqu'à présent, les Français de l'étranger ont été plutôt une variable d'ajustement pour les gouvernements. Moi, je dis qu'il faut que ça change. Et la citoyenneté est quelque chose d'important parce que c'est vraiment, on ne peut pas accepter cette discrimination et qu'il y ait des choses qui soient faites pour les Français de métropole et pas pour les Français de l'étranger. Alors que dans la Constitution française, Éric, si vous reprenez la Constitution française de 1789 à 2008, je crois qu'est la dernière mouture, vous constaterez que dans les différents articles, enfin en particulier dans les premiers articles, rien ne différencie un Français où qu'il se situe. C'est-à-dire qu'il habite à New York, à Montréal ou à Paris ou à Lyon, il n'y a pas de distinction. Donc, par défaut, je dirais que je ne suis pas un constitutionnaliste expert, bien sûr, mais je sais lire et analyser quand même. Et par défaut, je dirais qu'un Français de l'étranger a normalement les mêmes droits qu'un Français de métropole. Donc, je veux remettre au centre du débat la citoyenneté française pour les Français Alors, de l'étranger. tout à fait. Alors, bon, vous semblez être rempli d'idées, mais je voulais savoir, bon, est-ce que vous êtes le seul candidat à proposer des lois ou est-ce que les autres sénateurs peuvent le faire aussi? Alors, il y a cette fois-ci 16 listes pour cette élection sénatoriale. C'est du jamais vu pour les Français de l'étranger, mais bon, peu importe. On n'est que, je veux dire, deux ou trois candidats à porter des programmes ou des propositions de loi. La majorité des candidats s'occupent plus à savoir qui est sur la liste de qui et pourquoi il est sur la liste de qui et qu'est-ce qu'il a fait auparavant et qu'a-t-il fait, ne pas fait, etc. Moi, je suis pas dans ce genre de débat qui est pas du niveau d'un sénateur. Moi, si vous allez sur mon site internet, j'ai fait des propositions de loi. J'en ai parlé avec certains conseillers consulaires.
on en a parlé longuement. À chaque fois que j'ai un conseiller consulaire au téléphone, on reste à peu près 1 heure à discuter de tout ça. La majorité des conseillers consulaires que j'ai eu au téléphone ou que j'ai rencontrés sont 100% d'accord avec moi sur les propositions de loi que j'amène. Alors, il y en a certains qui me disent que peut-être il y aurait des justes milieux, mais ce que je me refuse, moi, c'est le statu quo actuel dont les sénateurs se contentent. Le statu quo ne fonctionne pas, puisque quand on prend les écoles, ça ne marche pas. C'est beaucoup de problèmes, les bourses, les accès aux écoles, etc. Il y a d'autres sujets qui ne vont pas, comme la CFE, par exemple, la Caisse des Français de l'étranger, qui est en déficit, d'ailleurs, de 42 millions d'euros, je crois. Donc, il faut bouger les choses et venir avec des propositions concrètes, réelles et de vraies propositions simples et compréhensibles. Voilà. Est-ce que vous avez un site internet où on peut consulter vos propositions? Oui, oui. Alors, mon site internet s'appelle sénatorial au pluriel 2023-votrefrance tout attaché.fr. Ok. Vous avez tous les articles et d'ailleurs, vous y retrouverez cet entretien dès qu'il sera finalisé. Et puis j'ai vu que vous avez aussi eu un article de Caroline Ettori le 31 août dernier dans le journal des Oui, Les Français.presse qui donnait un oui. peu. Alors, pour finir, d'une certaine manière, comment voyez-vous votre rôle de sénateur? Comment, disons, aider votre campagne? Écoutez, je fais une liste d'union des droites, mais qui est soutenue par certains partis comme Reconquête, VIA, le mouvement conservateur et d'autres. J'ai le soutien de personnalités importantes. J'ai le soutien d'un de nos sénateurs à Marseille, Monsieur Ravier, qui me soutient. J'ai le soutien de Guillaume Pelletier. J'aurai sans problème le soutien de Marion Maréchal. J'ai le soutien du président du mouvement VIA, Jean-Frédéric Poisson. Donc, j'ai un certain nombre de soutiens. Quand j'arriverai au Sénat, je ne serai pas seul puisque je travaillerai avec d'autres sénateurs qui sont déjà présents et qui sont sur la même ligne que moi. Très bien. Et donc, humainement, comment vous voyez enfin, on sent bien que vous êtes quelqu'un proche des gens, mais comment vous voyez, disons, une façon de faire enfin, si vous êtes devenu sénateur, comment vous voyez votre rôle plutôt à Paris ou ici? Il sera les deux, il sera à Paris et à l'étranger parce qu'il faut rencontrer les gens. Mais aujourd'hui, la technique, comme aujourd'hui, permet de dialoguer et d'échanger électroniquement sans se déplacer. Donc moi, j'organiserai des réunions régulières avec les conseillers des Français à l'étranger, avec des horaires différents en fonction des continents, de façon à ce qu'ils participent au travail que je présenterai au Sénat. Donc, et j'espère qu'ils seront nombreux à venir apporter leurs connaissances du terrain, parce que parfois, moi j'ai un vécu en Amérique du Nord, mais j'ai un vécu à travers un de mes fils et qui est en Italie également en Europe, mais peut-être qu'au Vietnam ou en Thaïlande c'est un peu différent. Donc j'ai besoin, moi je suis un homme d'ouverture, je suis un homme de dialogue. J'ai toujours travaillé comme ça, j'ai besoin de l'apport des conseillers des Français de l'étranger dans les lois ou les amendements que je porterai. Bon, ben, merci beaucoup pour nous avoir accordé un peu de votre temps. Et puis Merci à vous, Eric. il n'y a pas de problème. Alors, je rappelle qu'on était avec Alain Ouellatch, qui est donc d'abord, d'une certaine manière, en premier niveau, délégué de la Fédération des Français de l'étranger pour le parti Reconquête sur les 11 circonscriptions, mais il est candidat pour devenir sénateur le dimanche 24 septembre 2023. Donc voilà, si vous... C'est le 16 et le 24, voilà. Ok, d'accord. Oui, c'est en 2 fois, oui, d'accord. Oui, le 16 dans les consulats, pour ceux qui ne seront pas à Paris, et le 24 à Paris, pour ceux qui seront à Paris. Très bien. Et je rappelle, j'en profite pour rappeler à tous les conseillers et délégués des Français de l'étranger que leur vote est secret et qu'ils peuvent voter pour leurs convictions indépendamment des mouvements dans lesquels ils sont. Et c'est important.
C'était bien de le signifier. Voilà. Écoutez, bonne campagne et merci, puis à une prochaine. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, messieurs, dames. J'espère que ça vous aura au moins informé, parce qu'il y a quand même plus de 100 000 Français au Québec, et donc certains, comme on l'a vu d'une façon indirecte, sont concernés par cette élection. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine émission.